Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. C'est en fait la première vidéo que j'enregistre depuis cet été, puisque pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre régulièrement sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur Insta, eh bien vous avez pu constater que j'étais pas forcément en vacances ces 2 derniers mois, juillet et août, qui ont été des mois particulièrement chargés, peu reposant, c'est pas forcément la période pendant laquelle j'ai le mieux dormi, c'est pas la période où j'ai le plus dormi, et coïncidence ou pas, eh bien figurez-vous que c'est à ce moment-là que j'ai reçu la proposition de collaboration de la marque Emma. C'est une marque que vous connaissez peut-être, spécialiste en literie, experte du sommeil et site de matelas numéro 1 en France, qui m'a proposé en fait d'essayer un de leurs matelas. Honnêtement, ça devait faire plus de 10 ans que je n'avais pas changé mon matelas. Vous savez, le vieux matelas avec des ressorts, quand vous sautez dessus, ça fait limite trampoline. Je crois même que c'était l'ancien matelas de mes parents. Donc j'ai accepté cette proposition et j'ai reçu le matelas hybride d'Emma qui possède 5 zones de soutien, qui a été primé plus de 7 fois en Europe et désigné en 2021 meilleur choix par l'UFC Que Choisir. Vous savez que c'est une sacrée référence. Le matelas possède une mousse à mémoire de forme, il s'adapte à toutes les formes corporelles et à tout style de position, ce qui permet en fait de garder la colonne vertébrale alignée pendant le sommeil, et ça, c'est pas négligeable. Chose importante, le matelas est respirant parce qu'en fait il est doté, comme tous les matelas Emma, d'une couche ergocell qui favorise la circulation de l'air dans le matelas et nous aide à rester au frais plus longtemps. Et sincèrement, eh bien ça se ressent. Moi, généralement, j'ai pas de problème de sommeil, j'ai pas de problème à m'endormir. La différence, elle se sent immédiatement sur le côté confort. Dès la première nuit, franchement, le lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit, waouh, j'ai même pas envie de sortir du lit. Dans la nuit, quand je me tournais, il n'y avait pas ce côté rebond sur le matelas. Là, j'étais bien, mon corps épousait la forme du matelas et j'ai passé une super nuit et je continue à super bien dormir. Donc si comme moi, vous envisagez de changer de matelas et d'améliorer vraiment la qualité de votre sommeil, vous avez avec Emma 10 ans de garantie, la livraison et les retours, si jamais, sont gratuits, et écoutez bien, vous avez jusqu'à 100 nuits d'essai sans risque. Et si vous n'êtes pas encore prêt à changer votre matelas, sachez qu'Emma propose aussi des accessoires qui peuvent améliorer, comme le matelas, votre sommeil sans vous ruiner. Il y a des couettes, vous avez des surmatelas, des oreillers à mémoire de forme et modulables, oreillers que j'ai aussi testés puisque j'en ai reçu 2. Ce sont des oreillers en fait que vous ajustez à votre guise en enlevant ou en remettant des couches. C'est très pratique pour régler l'élévation de la tête, ce qui n'est pas le cas forcément avec tous les oreillers. Si ça vous donne envie, allez directement sur le site internet d'Emma, je vous mets évidemment le lien en barre de description, et en plus de ça, en ce moment et jusqu'au 2 octobre, c'est les French Days. Vous avez des réductions sur le site allant jusqu'à moins 50%. Profitez-en et surtout, ne vous endormez pas. Le jeudi 7 décembre 2000, Trevor Deely, un jeune Irlandais de 22 ans, assiste à la fête de Noël de son entreprise, l'une des 4 plus grosses banques du pays, dans laquelle il travaille pour le département informatique. La soirée se passe bien, elle se déroule notamment dans une discothèque de la ville de Dublin, située en bas de la rue de la banque. Selon les témoignages, Trevor quitte la discothèque aux alentours de 3h25 du matin, dans la nuit donc du 7 au 8 décembre 2000. Cette nuit-là, la météo est capricieuse. Il pleut et il y a beaucoup de vent. Environ 10 minutes après avoir quitté la boîte de nuit à pied, Trevor repasse par son bureau et y croise d'ailleurs un de ses collègues qui bosse de nuit. Bureau qu'il quitte à 4h03 en emportant avec lui un parapluie. Ensuite, Trevor prend la direction, toujours à pied, de son appartement. Et sur le chemin, il laisse un message vocal à l'un de ses amis en lui expliquant que la soirée s'était bien passée et qu'il le rappellerait dans la matinée. Le problème, c'est que Trevor Deely va disparaître sans laisser la moindre trace, et ça fait aujourd'hui 23 ans qu'on le recherche. La seule chose que les autorités ont en leur possession, ce sont des images de vidéosurveillance la nuit de sa disparition, des moments où Trevor arrive et quitte la banque. Et ces images sont très intrigantes. Parce qu'en les analysant, on s'aperçoit qu'un homme habillé en noir a interagi avec Trevor. Le même homme qui, semble-t-il, l'a suivi à 4h14 sur le chemin de son appartement.
Trevor Deely est né le 15 août 1978, il a donc 22 ans au moment de sa disparition. Ses parents s'appellent Michael et Anne. C'est le plus jeune de la famille, Trevor, il a 2 sœurs et un frère. Trevor a grandi à Naas, une ville d'Irlande qui compte environ 26 000 habitants. C'est un garçon proche de sa famille, une famille qui est très importante pour lui. C'est aussi pour ça que sa disparition a été jugée très inquiétante dès le début. Côté études, Trevor va étudier le commerce au Waterford Institute of Technology, mais abandonne assez rapidement au cours de sa 2e année pour suivre ensuite une filière informatique à Dublin, une filière qui lui correspond beaucoup mieux. Il obtient d'ailleurs son diplôme en mai 1999 et va recevoir, après avoir obtenu son diplôme, plusieurs offres d'emploi. Parmi ces offres, il va choisir de travailler pour le département informatique de la Banque d'Irlande, qui est l'une des 4 plus grosses banques traditionnelles du pays, qui est située sur Leeson Street, à Dublin. Ça va bien se passer pour Trevor. Il va rapidement devenir indispensable dans son travail, se faire une place. Il est très apprécié par ses collègues et par son manager, qui présentera d'ailleurs Trevor comme un employé modèle, un employé qui avait soif d'apprendre, bien intégré et digne de confiance. En novembre 2000, donc un mois avant de disparaître, Trevor va faire un voyage aux États-Unis, en Alaska précisément, pour retrouver une fille dont on connaîtra le nom un petit peu plus tard. Une fille qu'il avait rencontrée l'été précédent lorsqu'elle était venue en fait en vacances à Dublin. Et ce voyage, Trevor peut le faire quasiment gratuitement grâce à son meilleur ami, Glenn, un garçon qu'il connaît depuis l'adolescence, un garçon avec qui il est très proche, qui travaille lui aussi dans l'informatique, mais pour une compagnie aérienne. C'est comme ça que Trevor obtient donc ce billet d'avion à prix très attractif. Certaines sources disent d'ailleurs qu'il est parti gratuitement. On ne sait pas grand-chose sur ce voyage, mis à part qu'il a vu effectivement cette fille qui vivait à Anchorage, donc en Alaska, et qu'à son retour, il est directement allé voir sa famille et Glenn, qui vivaient toujours, eux, à Naas. Il est allé les voir pour leur raconter son voyage. Ses parents diront d'ailleurs que Trevor paraissait fatigué, certainement dû au décalage horaire. Il avait une petite mine, il n'est resté que le week-end avec ses parents et avec Glenn, avant donc de repartir à Dublin parce qu'il devait reprendre le travail le lundi. Nous sommes donc le jeudi 7 décembre 2000. Ce jour-là, c'est un jour particulier, un peu plus que d'habitude, plus festif, puisque est prévu, le soir même, la fête de Noël de l'entreprise, de la banque pour laquelle Trevor travaille. Trevor et quelques collègues commencent donc par entamer la soirée en allant prendre un verre dans un bar de la ville, avant de se rendre à l'hôtel Hilton pour la soirée officielle avec tout le monde. Il y a du champagne, il y a un groupe de musique, il y a un buffet, tous les collègues sont là, tous les grands patrons sont également là. Durant ce début de soirée, notamment à l'hôtel Hilton, Trevor et son meilleur ami Glenn ont essayé de s'appeler plusieurs fois, mais la communication était assez difficile parce que chacun se trouvait dans un endroit bruyant, ils n'arrivaient pas vraiment à communiquer, et en gros, ils se sont dit qu'ils se rappelleraient un peu plus tard. Un petit peu après minuit, la fête s'est poursuivie au Buck Wally. C'est une discothèque de la ville qui est située sur Lower Leeson Street, pas très loin d'ailleurs de la banque. À 3h25 du matin, donc dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 décembre 2000, Trevor quitte seul la boîte de nuit. Il est un petit peu joyeux, il n'est pas alcoolisé totalement, il n'est pas saoul, tout simplement comme un jeune qui a fait la fête, il tient debout. Il faut savoir que cette nuit-là, il y avait 2 facteurs importants à mettre en lumière. Premier facteur, c'est la tempête. Cette nuit-là, il pleuvait beaucoup et les rafales de vent pouvaient atteindre les 90 km/h. Deuxième facteur aussi important, il y avait une grève de taxi à Dublin, ce qui fait que Trevor n'avait pas d'autre choix que de rentrer chez lui à pied. C'est donc ce qu'il a fait, il a marché en direction de son appartement, situé dans le complexe Renoir sur Serpentine Avenue à Ballsbridge, qui est un quartier plutôt aisé de la ville, qui est situé à 25 minutes environ à pied de la boîte de nuit. Mais Trevor ne va pas se rendre tout de suite à son appartement. Comme la banque, je vous l'ai dit, n'est pas située très loin de la discothèque, elle est au bout de la rue, bien, il décide d'y passer, ne serait-ce que pour aller chercher son parapluie qu'il a laissé au bureau, avant donc de faire la distance des 25 minutes qui le séparent de son appartement.
Il arrive à la banque à 3h35 du matin. Il croise à l'intérieur de la banque un collègue à lui, Karl Pender, qui, lui, travaille de nuit. Cette nuit-là, hein, c'est le seul employé qui travaillait, il fallait bien quelqu'un qui soit d'astreinte, c'était lui. Pendant que les autres, évidemment, faisaient la fête. Trevor et Karl vont discuter, vont échanger sur notamment la soirée, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des petits potins, etc. Karl va proposer à Trevor de prendre une tasse de thé, ce que Trevor va accepter. On sait également que Trevor a vérifié ses mails pendant qu'il était à la banque cette nuit-là. Il a pris des notes également près de son bureau, des notes, des choses qu'il devait faire au travail le lendemain matin parce qu'il prévoyait évidemment de venir au bureau. Trevor quitte le bureau à 4h03, emportant avec lui son parapluie et prenant la direction de son appartement, comme le montre cette image de vidéosurveillance. La dernière personne qui entendra la voix de Trevor, c'est Glenn, son meilleur pote. Ils ont essayé de s'appeler toute la soirée, ils n'ont pas réussi. Trevor donc prend le temps de l'appeler sur le chemin du retour, mais sans succès parce que Glenn, lui, dormait déjà. Alors, Trevor lui laisse un message vocal. Voici ce que dit le message vocal. « Salut Glenn, la soirée était cool, je suis sur le chemin du retour, tout va bien, on s'appelle demain. » Mais Glenn supprimera ce message vocal, le considérant comme pas important, et chose à mettre en avant, il ne savait pas, en supprimant le message à ce moment-là, que Trevor avait disparu. Le détective Fitzgerald, qui était chargé de l'enquête à l'époque, confirmera d'ailleurs que la dernière activité sur le téléphone de Trevor avait eu lieu à 4h06 le 8 décembre. C'est probablement à ce moment-là qu'il a appelé Glenn. Dans tous les cas, après ce message vocal, plus rien. C'est la toute dernière fois que l'on entend parler de Trevor Deely. Le lendemain, le vendredi, il ne se présente pas au travail. Et ça inquiète pas forcément les patrons ni les collègues de Trevor, d'autant plus que ce matin-là, d'autres employés étaient également absents, la soirée était festive. On comprend. Tout le monde se dit que beaucoup ont la gueule de bois et que peu viendront travailler dans la journée. Le problème, c'est que la famille de Trevor n'a pas non plus de ces nouvelles. Ce jour-là, ce vendredi, sa sœur Michelle va d'ailleurs tenter à plusieurs reprises, environ 4 fois, c'est ce qu'elle dira, sans savoir qu'il avait disparu, de le contacter. Mais elle a supposé que soit il était au travail, soit il était accompagné par des amis, en tout cas qu'il était occupé. Le week-end se passe, arrive le lundi, Trevor ne se présente pas non plus à la banque. Et là, ça devient inquiétant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le patron de Trevor contacte directement Anne, la mère de Trevor, pour expliquer la situation. Peut-être qu'eux ont plus de nouvelles. Mais Anne, la mère de Trevor, panique tout de suite, elle s'inquiète. Et vers 10h30, donc ce lundi matin, elle appelle le frère aîné de Trevor, Mark. Elle est paniquée. Elle lui explique que Trevor ne donne plus de nouvelles, qu'il est injoignable. Et ça, c'est inhabituel. Tout le monde, donc, à ce moment-là, se rend à Dublin, quasiment dans la foulée. Ils appellent les amis de Trevor, ils vont toquer chez lui, à son appartement, mais rien. Les jours qui vont suivre, vous l'imaginez, c'est l'angoisse, toute la famille se mobilise, la vie s'arrête quasiment pour la famille Deely. J'ai retrouvé d'ailleurs une interview du frère aîné de Trevor, qui expliquait donc dans un journal local que sa femme, à ce moment-là, à lui, à Mark, était enceinte, elle était enceinte de 2 mois, et qu'il avait été obligé de la laisser seule à la maison pendant plusieurs semaines parce que lui passait son temps à rechercher son frère. Des centaines d'affiches sont placardées dans les rues de Dublin, des milliers de dépliants sont distribués, on sonne de maison en maison, on fait toutes les entreprises du coin pour demander si des gens avaient possiblement vu Trevor ou avaient des infos sur la nuit de la disparition, ne serait-ce qu'un indice. Mais personne n'a rien. Jusqu'à ce que les proches de Trevor réussissent à obtenir des images de vidéosurveillance de son lieu de travail, de la banque, ainsi que d'une autre entreprise qui était située sur le parcours de Trevor. Sur ces images de vidéosurveillance, récupérées donc par les proches de Trevor, et non par la police, on peut y voir différentes scènes, des scènes intrigantes. Les premières images de vidéosurveillance sont tirées de la caméra qui donne sur l'extérieur de la banque. Regardez. À 3h05, on peut apercevoir un homme vêtu de noir
à proximité de la banque. Et il va rester à proximité de la banque comme si il attendait quelqu'un environ 30 minutes. À 3h34, l'homme en noir, toujours le même semble-t-il, est toujours donc près de la banque. Au même moment, Trevor passe à côté de lui, regardez. On a l'impression à ce moment-là que Trevor est au téléphone. On apprendra par la suite qu'effectivement il était au téléphone avec justement Carl, celui qui travaillait de nuit, sans doute pour lui dire qu'il passerait ou qu'il n'était pas loin. Et immédiatement après le passage de Trevor, on voit l'homme le suivre rapidement. Et 40 secondes plus tard, regardez, on voit cet homme arriver en courant devant la porte principale avant que 10 secondes plus tard, Trevor n'arrive à son tour, mettant fin à son appel. Devant cette porte, Trevor et cet homme échangent brièvement. La question qu'on peut se poser, c'est se connaissait-il? Trevor connaissait-il cet homme en noir? Ensuite, comme on le sait, comme je vous l'ai expliqué, Trevor quitte la banque aux alentours de 4h03 du matin. L'homme en noir n'est plus là, n'est plus à côté du portail. Trevor ouvre son parapluie et prend la direction de son appartement. La dernière image de Trevor, donc, c'est celle-là. À 4h14, il est vu devant un guichet automatique près de Addington Road et du pont de Bagot Street. À ce moment-là, il se trouve à environ 15 minutes de chez lui. Chose très angoissante. Environ 30 secondes après le passage de Trevor, un homme en noir, sans doute le même vu précédemment sur les images, est observé en train de marcher rapidement dans la même direction. Était-il en train de le suivre? D'ailleurs, quand on regarde un peu plus ces images, on a l'impression que Trevor accélère le pas. Le souci, c'est que le visionnage de ces images arrive trop tard. On obtient ces images 5 jours après la disparition de Trevor. On a ces images, d'accord, c'est bien, mais c'est tout. On ne sait pas qui est cet homme en noir. On n'arrive pas, on est dans les années 2000, je le rappelle, on n'arrive pas à analyser la vidéo. On n'a aucun témoignage direct, aucune piste, à tel point que le dossier de la disparition de Trevor va être mis de côté. Sauf que la famille, elle, ne lâche pas. Elle ne veut pas lâcher sans connaître la vérité. Ils ont fait du porte-à-porte et ils continuent à faire du porte-à-porte. Ils passent des journées entières à chercher des indices. Les 2 sœurs de Trevor, Michelle et Pamela, ont même pris l'avion pour l'Alaska pour aller parler avec cette fille qui s'appelle Janie. On apprend son prénom un peu plus tard. Cette fille qu'il avait rencontrée, souvenez-vous, à Dublin, et chez qui il s'était rendu 1 mois plus tôt. Et cette Janie leur a simplement dit que ce voyage n'était pas une bonne idée. Elle avait dit à Trevor, écoute, ne viens pas, j'aurai pas le temps de passer du temps avec toi. Elle l'avait dissuadé de venir. Lui avait fait quand même le voyage. Très certainement était-il tombé amoureux d'elle. Ils ne se sont pas vus beaucoup finalement. Trevor a plutôt passé son temps à visiter. Ils ont fait aller 1 ou 2 rendez-vous, mais c'est tout. Ça n'a pas empêché, c'est ce que racontent les parents de Trevor, qu'il apprécie son voyage. En 2016, l'enquête de la police irlandaise sur la mystérieuse disparition de Trevor Daly est réouverte. Vous voyez, on est 16 ans plus tard. Et la famille annonce d'ailleurs une récompense de 100 000 € pour toute personne fournissant des informations significatives
sur l'affaire. En août 2017, écoutez bien, un informateur se manifeste à la police d'Irlande et déclare que Trevor a été assassiné par un criminel bien connu opérant dans la banlieue de Dublin. Ce criminel, membre d'un gang local, était bien connu des autorités à l'époque parce qu'il était impliqué dans différents trafics de drogue et de prostitution, qui avaient lieu, écoutez bien, dans le quartier près de Bagot Street où Trevor a été vu vivant pour la dernière fois. Cet informateur a affirmé à la police que la personne repérée sur les images de vidéosurveillance en train de suivre Trevor faisait partie de ce gang et voulait accéder au bâtiment de la Banque d'Irlande le matin de la disparition de Trevor. En fait, c'est ce que raconte l'informateur, cette rencontre n'était pas prévue. Ça a été un hasard. Trevor est arrivé à ce moment-là, il a rencontré cet homme qui attendait devant et cet individu aurait demandé à Trevor un accès pour rentrer dans la banque. Selon cet informateur, dont l'identité reste inconnue du public, cette rencontre fortuite aurait conduit au meurtre de Trevor. L'informateur pense que Trevor aurait pu être enterré dans la région de Chapelizod, située à environ 8 km de l'endroit où Trevor avait disparu, près de Phoenix Park. Suite à ces informations, une recherche massive a commencé à donc Chapelizod, une banlieue située à la périphérie de Dublin, périphérie ouest précisément. La police a creusé dans la zone pendant environ 6 semaines, mais aucun reste humain n'a été retrouvé lors des recherches, ni aucune trace de Trevor Deely. Après 2 mois, les recherches ont donc été suspendues et la police a déclaré qu'une recherche approfondie dans la zone n'avait révélé aucune information ou preuve utile. Malgré ça, les autorités estiment que l'informateur à qui elles ont parlé possédait peut-être des informations valables, mais aucune preuve pour valider toutes ces informations. Fin 2019, le service pénitentiaire irlandais, en collaboration avec la police irlandaise, a commencé à mettre des affiches, notamment des affiches du visage de Trevor, un peu partout dans les prisons, en espérant obtenir des informations. Mais aujourd'hui, en 2023, aucune piste exploitable n'est apparue. On va se pencher maintenant sur les différentes théories. Des théories que vous allez aussi étayer peut-être en commentaire. J'attendrai évidemment vos avis sur tout ça. La première théorie qui a été évoquée par beaucoup de monde au moment de la disparition de Trevor, c'est la fuite volontaire. Trevor Deely serait-il parti de façon volontaire? Aurait-il décidé de fuir son quotidien, sa vie? C'est peu probable. C'est peu probable dans la mesure, encore une fois, il était très attaché à sa famille, dans la mesure où il adorait son travail, où il avait des projets, et je vous rappelle qu'il avait noté le soir, la nuit de sa disparition, quand il est passé à la banque, ce qu'il devait faire le lendemain. Qui prend des notes si il a envie de disparaître? La deuxième théorie qui a aussi été évoquée, c'est la théorie selon laquelle Trevor Deely aurait mis fin à ses jours. Ça, encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça paraît peu probable. On aurait retrouvé quelque chose, son corps, du moins, quelque chose qui aurait prouvé que Trevor aurait mis fin à ses jours. La raison évoquée à l'époque par certains, c'est ce fameux voyage chez cette fille, chez cette Janie. Certains pensent qu'il aurait été déçu par ce voyage. Lui, il attendait quelque chose, peut-être une histoire d'amour. Ça ne s'est pas fait. Et quand il revient, il prend conscience de tout ça et peut-être que ça aurait été une raison. En tout cas, c'est ce qui a été avancé, mais selon les parents, c'est peu probable. Il avait des projets, il a très peu parlé de cette fille, il n'a pas semblé être plus triste que ça. Il y a aussi une théorie qui est à prendre en compte, une théorie qui a beaucoup tourné sur Internet, selon laquelle Trevor Deely aurait été impliqué dans une escroquerie bancaire avec donc les individus qui l'auraient probablement tué. C'est vrai que Trevor Deely s'y connaissait beaucoup en informatique, peut-être était-il au courant de cette escroquerie, peut-être pas. Toujours est-il que ça peut effectivement être une hypothèse. Autre théorie qui, moi, me perturbe un petit peu plus. Cette théorie selon laquelle, eh bien, Trevor Deely serait arrivé là au mauvais moment. On voit cet homme sur ces images de vidéosurveillance, cet homme habillé en noir. On voit qu'il attend patiemment pendant environ 30 minutes. Mais, et s'il n'attendait pas Trevor Deely? Et si cet homme, en fait, attendait simplement d'avoir effectivement l'accès à la banque? Et si cet homme était au courant que la nuit, quelqu'un travaillait à la banque? C'était une banque qui tournait 24 heures sur 24. Et si cet homme attendait juste, simplement,
je dis n'importe quoi, que l'homme qui travaillait cette nuit-là prenne une pause, sorte, et que lui puisse rentrer pour, je ne sais pas moi, voler quelque chose ou autre. C'est une théorie tout à fait probable. Et Trevor est arrivé à ce moment-là, l'homme a saisi l'occasion, lui a certainement demandé l'accès à la banque ou lui a posé une question par rapport à ça. Trevor Daly, on le sent sur les images, a fait rapidement, a fait fi ça, il a fermé la porte. Cependant, à aucun moment, ce Carl qui travaillait cette nuit-là n'a dit à la police que Trevor lui avait expliqué qu'il avait rencontré un homme en bas. Trevor n'a pas fait mention de ça quand il a discuté avec Carl. Pour moi, ce sont des pistes. Cette piste est probable. Et l'homme en noir, sachant que Trevor l'avait vu, avait vu son visage, peut-être a-t-il voulu l'éliminer. Ou peut-être que cet homme a imaginé que Trevor était passé à la banque, avait pris de l'argent, était sorti, il a voulu le voler, ça a mal tourné. Et il l'a supprimé. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais curieux d'avoir vos avis évidemment en commentaire. Dans tous les cas, ça fait aujourd'hui 23 ans que Trevor a disparu. Il aurait en 2023 55 ans. Les 100 000 € existent toujours pour toute personne détenant des informations sur cette mystérieuse disparition. C'est la fin de cette histoire, merci beaucoup de l'avoir suivi encore une fois, merci d'être fidèle chaque semaine au contenu, merci de vous abonner, je le dis pas forcément souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner ne serait-ce que pour avoir les notifications quand les vidéos sortent, activez la cloche aussi c'est important, comme ça vous aurez les notifs. Je vous remercie pour votre fidélité, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.